And then I'll talk a tiny bit about my contribution reactions to it on a more micro scale. So when I received this email that I was very honored to receive, there was a key paragraph. I haven't checked it. I think we'll to see if I can repeat it. But anyway, a key paragraph that really won me over. And it runs like this. L'ambition de ce projet est politique, dans la mesure où il entend mobiliser une conception pluraliste de l'histoire contre l'étrécissement identitaire qui domine aujourd'hui le débat public. Elle refuse de céder aux passions réactionnaires et populistes. L'objet de l'histoire de France est de leur concéder le monopole des narrations entraînées, which is close to what you just said. En l'abordant par le large, renouant avec énergie une historiographie de grand vent, elle cherche à ressaisir sa diversité. Voilà pourquoi elle prend la forme d'un projet pensé d'emblée comme un geste éditorial, faire entendre un collectif d'historiennes et d'historiens travaillant ensemble à rendre intelligible un discours engagé et savant. So, to me, some of the appeal, well, in a nutshell, it's right there. There's the implicit rejection of national identity as a framework, but also for that memory, for that matter, the question of sites of memory and other possible lines of analysis. It proposed a fractured, non-linear approach, but it also promised to bridge the gap and really serve as a true crossover book. And in this sense, it promised something that I, as a Canadian, don't see, and I don't think my U.S. colleagues see very much either, outside of maybe a few microfields. Tell me if I'm wrong. Like Civil War history, railroad history, what else? Presidential history. There's very little that really crosses over in that way, in the sense that of the French tradition, which isn't just Histoire mondiale de la France, it's also a thing like Histoire magazine, which manages that crossover very well. So the result, undoubtedly, is this very eclectic read, which, you know, as Sudhir Hazarishing has written for the Times Literary Supplement, there's, quote, a delightful playfulness and eclecticism about the articles as a result. Which brings me to, I think Robert Darnton had really the mot juste in the Times Literary Supplement when he wrote, quote, the book should be appreciated or approached as if it were a wine tasting. It should be sampled in small doses. And this goes back to what Pierre was saying, which is, in essence, you read it à la carte. You know, you don't do the grand menu. And that, to me, is also very appealing, given what you said about reading patterns today. But there's more at work here, obviously, as well. The team aspect. I wanted to sort of comment on what you just said, Pierre, because it strikes me that actually in France there's a lot more teamwork amongst historians than there is in North America. So it's all the more appealing for somebody on this side of the Atlantic. That and obviously weighing in on the French presidential election mattered immensely. So a few words now about my own contribution. So I distilled, as you implied, you sent out notices to people who could write quickly on the subject. I distilled what I'd written in my book, La France libre fut africaine, which has subsequently come out in English under the title Free French Africa in World War II. I much prefer the French title. But anyway, so La France libre fut africaine made the argument that really de Gaulle's legitimacy, de Gaulle's military manpower, natural resources, just about everything he derived not from an office in London where he was really a squatter on the Thames, right? But from Central Africa, in particular the lands that were then called French Equatorial Africa and Cameroon. And I argue that it's there that he raised an army of 17,000 men, when if you consider in 1942, 1943, the total Free French ranks were only maybe twice that. So it implies rethinking Free France as, you know, 1 in 2 members presumably being African, maybe forced conscripts. And so it involves rethinking the first resistor, not as a beret-coiffed Savoyard or an inhabitant of l'Île de Saint, but rather as a forced conscript from Chad, or maybe a woman collecting rubber in Ubangui-Chari. So that's the sort of thing that I tried to do, admittedly in 5 pages, which was the challenge, but I took up this challenge because I thought it was a necessary exercise, and I think a really important exercise. So that said, some of the feedback, and obviously there's been a lot of positive feedback, but one of the recurring themes that I've heard at conferences is the resistance is absent from the book. And this drove me crazy, because my whole point is that the French resistance, until, let's be generous and say until the middle of 1943, there's no organized French resistance in mainland France. This is precisely the argument that I'm advancing. And so to say that there's nothing on the French resistance essentially denies and elides the African contribution to the Free French,
which was, after all, Jean-François Muressel wrote a book called La France libre, l'autre résistance. It's not l'autre résistance, it's la première résistance. So this strikes me as a really important corrective. Then in terms of two particular charges against the book, I don't have time to go over much more than that, but I do want to mention both Pierre Nora's and ideologically quite different charge from Éric Zemmour. So Nora, in his long polemical attack on the book, had a little sentence for me, which ran « Et si 1940 marque la désignation, le 28 août, de Brazzaville comme capitale de la France libre, cette date ne prend-elle pas son sens d'abord par le discours fondateur de la France libre à Londres le 18 juin ?» So there are several problems with this. The first is that if you read, Jean-Louis Crémieux-Briac, Julian Jackson, just about any, Robert Paxton, just about any historian of World War II France in the last 30 years, you realize that almost nobody heard l'appel du 18 juin. And, as Jackson and others have argued, who responded to it? No high-level diplomat, no high-level administrator, no member of parliament responded within the first month. So really what it was a call to the colonies. And in that sense, Brazzaville's answering, which is where my story begins on the 28th of August, is the story. There's more to it than that, incidentally, and I don't have time to get into it too much, but beyond that, the measure was, the whole speech was actually counterproductive, in as much as he had his mic pulled from him by Winston Churchill. We don't have an original recording of l'appel du 18 juin. It had to be reenacted. So this fetishizing of l'appel du 18 juin is precisely what's been problematic about the standard narrative. I'll leave it at that. I'm happy to take any questions about it. And then as for Zemmour, well, it's more of a phrase than a sentence, but in his long attack on the book, which he sees really as a takedown of French national history, an attack on the nation, this self-proclaimed disciple of Charles Maurras wrote, Napoléon ne restera dans l'histoire que pour son code civil. Frankly, I don't see why not. But 1917 est l'année de la révolte des Kanaks, 1942 celle de la rafle du Veldiv. Et De Gaulle tient sa légitimité de Brazzaville et non de Londres. Seule la prise de la Bastille échappe à la déconstruction générale, on l'aurait parié. So the problem with this, of course, is, well, why couldn't you see 1942 as the year of the Veldiv? I certainly do. And of course, what's equally problematic about Brazzaville? I mean, are we to suggest that this is marginal? Clearly this is, so, reasserting the marginality of Africa to the story of France is the counter-attack. I'll leave it at that, but thanks very much for your attention as I fling things around. I think I'm going to be briefer. I'm recovering from a chest infection and I wasn't sure I was going to be able to speak at all. So if you lose my voice, just sort of wave at me and I'll do my best. I had many thoughts reading this wonderful book, and I think that any book that gets attacked in ways like that is just totally my jam. I have a couple thoughts, and one is about content and one is about absence. And I actually want to frame them around Douglas Adams, if I can. Do you know Douglas Adams? You should know Douglas Adams. You're old enough. Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Oh. Right. So the answer to the question, life, the universe, and everything, the mice, of course, establish the Earth as to answer the question, because when they go and they ask the question, the answer is 42. That is not helpful. So they have to go back and run the experiment, and Earth is the experiment, and we are all subject to mice. This will come back in a minute. About content, many years ago now, I went to the Archaeological Museum at Saint-Germain-en-Laye. If I'm honest, I actually went to see the palace there because, so much stuff had happened there that I had written about or thought about or read about. The chapel where Saint Louis received the relics and so on. And the marriages there that sealed alliances between France and the many elsewheres of royal wives. And it seems sort of an obvious place when I started thinking about this book. But much more than the royal connections of the palace itself, what I remember about that visit is that the museum is full of many things. There were a lot of figural pieces and artistic things and Paleolithic animals and presumptively sacred figurines, although sometimes I think those are actually porn. Just a guess.
But there were also a lot of tools and weapons, and tools, yeah, okay, but weapons, lots of, like, room after room, drawer after drawer, lots and lots of weapons. In a way, this isn't surprising, because, you know, humans are small and there were big animals then. And of course, humans themselves are sort of violent, awful animals themselves, so, you know, weapons. But it became apparent as I was walking through these rooms that weapons drove the proverbial bus of culture and civilization. I love that this book starts in 34,000 BC. I told someone that and they said, there was no France then. I'm like, yeah, right. Read the book. So there's stone, there's metal, there's axes and spears and knives and protective coverings for heads and genitals and other parts. There's arrows and various things to make weapons in, lots of things to make weapons in. And it was very sobering then, and I still remember it quite vividly. So now, you know, having read France and the World, partly I was struck by the complexities of region that had produced this possibility in this specific part of the world, but also not terribly specific in terms of how the reaction was formulated. So trade, sharing of information, a movement of peoples, overlapping cultures, again, in quotation marks, that enabled those weapons, of course, but also that echo in ways that I really hadn't, you know, sort of heard or understood before I read this book. So, excuse me. And this relates actually to my second thought, which is both obvious and maybe less so. And this is about absence, and apologies to Pierre, but perhaps utterly predictably, I felt some absences more than others, and it is, of course, a professional hazard to say in almost any context, but what about the thing I'm interested in? What do you have to say about that? So here it goes. What about gender? What about sexuality? France and the World is organized around dates. It is wonderfully polyphonic. I love that. But it perhaps is unfair to say, well, what about a date? You know, what would work? I think that actually it's not unfair, because I think that gender ideology is actually a global concern, and the ways in which this book made me think about how we could sort of get people to understand that can't necessarily be crystallized in dates, but if we have to pick some. I have a couple. And I can use dates as pretexts. Again, these are not meant to be, you know, sort of canonical dates, although they could be. So how about 1316, when Louis X dies and touches off a crisis that leads to the exclusion of women from the throne. France is the only country that does this beside the papacy. That's a big deal. It actually matters, and it matters way more than France in any local sense. 1524, when Louise of Savoy is regent and makes contact with the Ottoman Empire, and really much more foundationally than people recognize, I think. Or, you know, a little out of my period, practically modern, 1809, when Napoleon divorces Josephine so that he can do better. Any of these, I think, could be used as ways to expose the construction of pejorative gender binaries, to denaturalize them, which I think is a thing that I'm very much interested in doing. I'm going to take up 1316 just for a minute, really. What does it mean to the world that France excluded women from the throne? Sure, that's a story about the particular phase of the French monarchy, but it's also about the ways that women are placed as a kind of currency, exposing the construction of gender as an exclusionary category. And ultimately, it's about what women and men meant or can mean in the world. So I think that the way these go together is that I find myself I find myself sort of ruminating about how to end this
very brief thing. And I find myself imagining a kind of Gender in the World project. Maybe not necessarily about dates, although dates would work. Mm-hmm. And the kind of polyphonic work that this is. And being available to many, and maybe being able to decenter what many people just presume about the natural historical frames of gender hierarchy and the dispossession of many people, mostly women, on the basis of sex. So how do these go together? Well, I think in some ways, the answer to life, the universe, and everything has often is proposed by historians, including one in my department. The answer is war. And he actually said, there's a particular person I have in mind. He said, well, women, you find some women, and does it really change anything? If war is the answer, we really need to interrogate that as a gender problem, as a 42 that has a lot more complexities. And the Earth is the place of experiment. Thank you. Excuse me. Alors, je remercie Stéphane de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis très bien entourée et comme il a dit dans l'introduction, en fait, je ne suis pas une historienne. Moi, je peux faire un peu d'histoire, mais je suis principalement une sociologue de la mémoire. Et c'est assez étrange parce que quand j'ai lu l'histoire mondiale de la France, en tant que sociologue de la mémoire, ce qui m'est venu immédiatement, c'est le parallèle entre cet ouvrage et les lieux de mémoire, donc de Pierre Nora, dont il a été déjà question, sans avoir aucune conscience à l'époque de la polémique qu'il pouvait y avoir entre Nora et les directeurs du livre. Et à mon sens, au-delà des questions purement idéologiques et aussi de, disons-le, l'âge avançant de Pierre Nora, la position qu'il a pu prendre tient aussi justement par les grandes proximités qu'il peut y avoir entre les deux opérations éditoriales, puisque c'est des ouvrages, mais je pense que c'est quand même important de le dire, c'est aussi des aventures éditoriales, et le succès est inattendu peut-être, mais il vient aussi d'une force éditoriale qu'il peut y avoir derrière, et qui était déjà présente au moment des lieux de mémoire. C'était pas Le Seuil à l'époque, c'était Gallimard, et c'est aussi des éléments triviaux, mais importants dans les succès des ouvrages. Donc ce que j'ai proposé de faire pour aujourd'hui, c'est un rapide état des ressemblances et dissemblances entre les deux ouvrages, pas pour elle-même, elle n'a pas de valeur intrinsèque, mais plus comme un moyen de questionner la place de l'historien dans la société contemporaine et son évolution, en espérant ouvrir une discussion sur ce point général et aussi avec Pierre et Eric. Donc le premier point commun entre les deux ouvrages, évidemment, c'est leur nature collective. Eric a dit que visiblement, en France, il y avait plus d'aventures collectives. Des aventures collectives de cette ampleur, il n'y en a quand même pas toutes les 5 minutes. Et il est évident, de mon point de vue, que l'équivalent qu'il y a pu avoir dans le passé, c'est vraiment les lieux de mémoire. Je me suis amusée à compter le nombre de contributions pour cette petite prise de parole. Et il y a exactement le même nombre d'articles dans les lieux de mémoire que dans l'histoire mondiale de la France. Donc peut-être c'est un template, je ne sais pas. Il faudrait le prochain qu'on fait collectivement, il faut qu'il y ait le même nombre pour que ce soit un succès. C'est une théorie du complot presque. Ouais, c'est exactement ça. Je vois que tu me connais bien. Deuxième point commun, qui est évidemment plus fondamental, c'est la volonté de donner à voir une nouvelle façon de faire l'histoire de France, qui certes n'a pas été inventée par l'histoire mondiale de la France, mais qui quand même l'a fait exister. Et ça, c'est aussi un très fort point commun avec Pierre Nora, sur lequel je vais revenir brièvement. Et il me semble, et ça je pense que c'est un élément de discussion, que cette nouvelle histoire de France, c'est quand même encore une histoire politique. Ce qu'étaient les lieux de mémoire, c'est pas vraiment une histoire sociale non plus. Et c'est aussi pour ça que tu dis Napoléon, De Gaulle, etc., ils ressortent, et précisément parce que c'est quand même, ce qui n'est pas une tare, hein, mais je pense que c'est quelque chose à acter en tant que tel. Et peut-être que ce format-là n'est peut-être pas propice à une véritable histoire sociale. Donc c'est un plaidoyer pour une nouvelle façon de faire l'histoire politique de la France. Et ça, c'est vraiment en commun entre les deux aventures. En reprenant les textes fondateurs des lieux de mémoire,
j'ai été frappée du fait que Pierre Nora utilise à plusieurs reprises le terme de stratégique. C'est une catégorie, un concept stratégique par renouveler l'histoire, comme par le passé avait été renouvelée l'histoire par l'utilisation du mot de mentalité. Et j'ai vu que dans ta présentation, tu as utilisé plein de fois le terme de stratégique. Donc il y a vraiment ce point commun. Dans le deux cas, c'est proposé, ce renouvellement passe par ce que Pierre Nora appelle une histoire au second degré. Et je pense que ça aussi, c'est assez commun avec l'histoire mondiale de la France, même si ce n'est pas formalisé comme ça. Et cette histoire au second degré, elle est renversée entre les deux projets. Donc chez Pierre Nora, il y a le choix de faire une histoire au second degré à partir du choix de lieu. Là, on a une approche diachronique. Alors que, quelque part, dans l'histoire mondiale de la France, cette histoire au second degré, elle se fait par une entrée par date. Et c'est les lieux qui sont décentrés, puisque c'est le point de vue mondial qui est adopté. Donc il y a vraiment ce jeu de miroir qui me semblait intéressant pour la discussion. Deuxième point commun fondamental, c'est la place de l'historien. Donc le choix des lieux de mémoire, de chaque lieu de mémoire, a été revendiqué à plusieurs reprises par Pierre Nora comme dépendant du choix de l'historien lui-même, et n'ayant besoin d'aucune autre justification extérieure. C'est pour ça que c'est assez drôle qu'il vous reproche d'avoir choisi des choses de manière aléatoire, mais c'est exactement non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il a revendiqué avoir fait, puisqu'il a créé depuis un néologisme qui s'appelle l'action de lieu mémorisé. Donc c'est le fait de prendre un lieu et de le transformer en lieu de mémoire. À cet égard, vous pourriez peut-être forger un néologisme, histoire de mondialiser. Quatrième point commun, qui est cette fois-ci un peu extérieur aux ouvrages, même si on les considère comme des aventures éditoriales, c'était déjà présent dans leur genèse, c'est la suite, la force de la réception des projets. Au niveau des ventes d'abord, donc les lieux de mémoire ont été un grand succès de librairie. Aussi au niveau de leur destinée à l'international. Donc les lieux de mémoire sont un modèle qui ont été repris depuis pour les lieux de mémoire italiens, les lieux de mémoire allemands, les lieux de mémoire luxembourgeois. Et l'histoire mondiale devient aussi un modèle, est en train d'être repris pour faire une histoire mondiale de l'Espagne, de la Flandre, etc. Et le troisième aspect de cette destinée, c'est aussi la rapidité de la traduction, puisque les lieux de mémoire, pour un ouvrage de cette taille et de cette envergure, a été traduit très rapidement en anglais, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, de l'histoire mondiale de la France. Donc ça aussi, c'est un point commun important. Point commun donc, différence aussi évidemment. La première est évidente, c'est la place du monde dans les lieux de mémoire, qui est presque absente, puisque le seul entrée qui peut être rattaché à une approche en termes d'histoire mondiale, ce serait l'entrée sur l'exposition coloniale de 1931. Mais je ne sais pas si cette différence oppose les projets, mais de mon point de vue, elle présenterait plutôt l'histoire mondiale de la France comme l'aboutissement réel de la démarche initiale des lieux de mémoire. Et j'ai ressorti donc les critiques des lieux de mémoire à l'époque. Et je voulais vous lire un passage de la critique qu'en fait Lucette Valency dans sa critique des Annales en 1995, où elle dessine comme un projet, comme un programme qui serait l'histoire mondiale de la France, qui serait le véritable aboutissement des lieux de mémoire pour elle. Donc elle regrette qu'on n'ait pas élargi l'horizon, je cite, et franchi les frontières de l'Hexagone pour suivre l'exportation du modèle lavicien outre-Rhin et outre-mer. Outre-mer pour saisir comment tant d'enfants de par le monde ont cru avoir des ancêtres gaulois, ou comment l'Empire français, une fois démantelé, les États indépendants ont d'un côté emprunté le modèle lavicien pour construire une mémoire nationale, de l'autre dû gérer le patrimoine laissé par le colonisateur. Et après, elle donne des exemples. C'est ainsi, par exemple, que Lyoté, artisan de la colonisation du Maroc, est désormais un marabout dont les Marocains honorent la tombe en Alsace, tandis que Michelet, gloire républicaine innocente de toute action coloniale, a perdu sa rue à Alger, etc., etc. Pour conclure, choisir de rester dans les frontières de l'Hexagone, renoncer à retrouver ailleurs les symboles et souvenirs légués par la France, renforce l'effet de construction, voire de glorification d'une nouvelle histoire nationale monumentale qui, répétons-le, ne figurait pas au cahier des charges du projet initial des lieux de mémoire. Seconde différence, qui est encore sans doute plus radicale, c'est évidemment la différence de style. Et là, je reprends ma casquette pure de sociologue de la mémoire.
c'est-à-dire de rapport avec la présence du passé de manière générale dans la société. Donc Pierre l'a dit dans sa prise de parole, la forme a été un grand aspect de la réflexion et de la jeunesse du livre. Des textes courts, sans notes de bas de page, avec un récit. Donc c'est évidemment très différent dans les lieux de mémoire, c'est des textes beaucoup plus longs, qui ne sont pas du tout de l'ordre du récit et qui ont un grand appareil de notes. Ça va avec une vision qui est en fait celle qui est au cœur des lieux de mémoire, c'est réaffirmer la place centrale de l'historien dans la cité et voir les autres usages du passé comme une menace. Et à cet égard, je pense que l'expérience de l'histoire mondiale de la France mérite encore une clarification, puisque c'est quand même aussi toujours situé un rôle particulier à l'historien. Et donc, tu parlais de cette présentation devant des publics qui participent, mais en même temps, dans ton introduction, tu as aussi parlé des pamphlétistes d'extrême droite et de tous ces entrepreneurs de mémoire. Donc ici, outre-Atlantique, on parle souvent de public history, mais la public history, c'est pas seulement l'historien qui rend son propos accessible au grand public, c'est aussi le grand public qui est à même de produire l'histoire. Et donc évidemment, la position de l'historien est beaucoup plus proche de la société dans l'histoire mondiale de la France, mais elle est encore dans cet entre-deux, et pour ouvrir la discussion, ce que je proposais, c'était peut-être de discuter où se situe l'historien par rapport à l'ensemble de l'autre production sociale sur le passé, qui peut être d'extrême droite, mais qui peut aussi d'être d'autres sphères de la société qui posent, je pense, des questions centrales, y compris pour une approche en termes d'histoire mondiale. Voilà. Okay, well, I'm going to round things up by perhaps I'm also going to do a comparison. So maybe I'm a closet sociologist as much as a historian. But my proposal for winding up this panel and then opening up hopefully to discussion is to compare the English translation of Histoire mondiale de la France to its original, and to remark on what I found particularly noteworthy in terms of the choices made to render this book intelligible and attractive to an Anglophone audience. I should say the book, and I think we are unanimous on this one, is a true pleasure to read in both languages. So as someone interested in how scholarship moves between the Francophone and Anglophone academies, let me comment on two particular aspects of the translation. So one way to read the two versions of the book in tandem, and most people won't be doing that, but is to consider which entries in the French edition cited Anglophone scholarship. So in both versions, and here I'll repeat certain things that have already been said, each entry has a very short bibliography, 5 to 8 titles. For the English edition, the editors pushed the authors to come up with relevant English language scholarship. But what intrigued me then was the bibliographies in the French version, which ones actually cited Anglophone scholarship. So it gives you a snapshot, if you will, imperfect as many are, of how things are moving between the two sides of the Atlantic or the Channel. To be provincial in my own way. And the second way I chose to read this is to compare the introductions to the introductions to each of the 12 sections of the book. And here I'll remind you, the first sections take us from 34,000 BCE to 1751. The last 6 sections cover the Enlightenment to the present. And the introductions to each section provide a recap of the major political events in the years covered by this section, the dates covered, and a contextualization of the themes invoked. So the English translation included a fairly substantial, again, Stéphane said this, rewriting of these introductions to explain references that the lay person in France presumably gets by virtue of being French or Francophone. So what did I find? In terms of citing practices in the French language edition, certain fields were more marked by Anglophone scholarship than others. No surprise there. Some of this cross-fertilization was generational. So younger scholars were more apt to cite non-French scholarship, but certain fields are more
Franco-French, if you will, than others. Prehistory, which the French virtually invented as a discipline, remains, I think, still dominated by French scholarship. The bibliographies on antiquity, the Middle Ages, the Renaissance are sprinkled, however, with Anglophone, but also German language, Italian language, Spanish language, Italian language references. My impression is that as we move forward in time, that English language scholarship is cited more and more for the last 200 years. For a moment, during the Enlightenment and the Revolution, the prestige fields, when I was young, I would say there was parity almost in the citing in the French edition. If I had to grossly generalize, and I will, for the 19th century, US historians of France tend to get cited on such transnational topics as the Haitian Revolution, global human rights, the environment and disease, global 1848, free trade, global capitalism, Suez Canal, pasteurization, international anarchism. I think we can interpret this pattern in two ways. The obvious way is that there is still less French language scholarship on global topics generally. But the other way to interpret this, I think, is that there is a growing cohort of historians in France engaging English language scholarship without being prompted by an editor who was doing a translation. So that's great. As long as the dialogue continues, I think it's fabulous. I sometimes worry that we North American scholars of French history are so numerous that we get very comfortable just talking to each other. My second point of comparison, the introductions to each of the 12 sections. Here, the English version has added, as I said, a fair amount to the very lapidary two-page French introductions. And I'm going to zoom into the 19th century ones because it is the period that interests me perhaps most as a student of modern colonialism. I'm not the first to note that the colonies or wars generally are not very present in the entries for the long 19th century. One of the doyens of the history of modern French republicanism, Raymond Huard, gently chastised the Boucheron collective for what he termed a 19th century, and I quote, un peu idéalisé, puisque les initiatives retenues sont toutes positives. L'on pourra reprocher au livre de passer sous silence des moments qui relèvent d'une expansion internationale beaucoup moins glorieuse pour la France. To this point, I was struck that one of the things the English language edition added was a much more explicit description of colonial violence. Certainly the before, during, and after empire is part of the original architecture of the French version. The penultimate section of the book is called Après l'Empire dans l'Europe. But the title in French for this section, but the colonies are only mentioned in passing in the original introductions in ways which the English language edition chooses to correct. For example, in the French introduction to the period from 1795 to 1848, we read this, mais c'est par les armes et la conquête que s'étend l'influence de la France de l'Égypte en 1798 à l'Algérie après 1830, en passant par le naufrage de Waterloo. Donc c'est très rapide. And the introduction goes on to mention how the revolutionary flame passes to Bolivar, to the Poles, to the Greeks seeking their liberty, but resistors in Algeria, slaves rising up in the Caribbean aren't included in that very short list. In the English expanded version of the same introduction, in contrast, we have the following description. Others saw in Algeria under French control since the expedition launched by Charles X in 1830, a new El Dorado, provided the atrocities committed by the French army were brought to a halt. General Thomas Robert Bugeaud's enfumade suffocated Algerian civilians who had sought refuge in caves that became death traps when the soldiers lit great bonfires at the entrance. So
there is a similar spelling out of the many contradictions of Republican imperialism after 1870 in the expanded introduction for the next section, whose title in French was La mondialisation à la française. And I don't have time to give you an example there. I just want to say in conclusion, I make these typically American remarks not in the spirit of accusation, but with a set of questions about how these choices were made. Collective volumes destined for le grand public are, to my mind, something like museums destined for le grand public. They're cumbersome things that don't lend themselves always to nuance. The last thing I want to suggest is that historians in France are ignoring le fait colonial. There's a dazzling profusion of new scholarship on the subject, as we know. But I would like to ask if avoiding any meaningful mention of violence, colonial violence, in the original edition was a conscious strategy for a book seeking to position itself in a particular way in a débat franco-français, or was it simply a blind spot corrected in the English version? If the translation was designed to explain to an English-speaking audience references that the educated French public knows, I'm surprised that les enfumades, even the word, was left out of the French version. Even two-page summaries could maybe sneak that in. That may not be fair. My sense, though, is there is still an enormous lack of knowledge among le grand public about French colonialism, and that it is making its way into textbooks now, slowly. And so my question, I think, boils down to this. Did the editors consciously spell out the inherent violence of colonialism in the English translation because they thought Anglophones needed more education on the subject than French readers? Or was it the opposite? Did the editors assume that an Anglophone readership was simply more informed about colonial racism or more willing to talk about it and would expect a modern national narrative of France, particularly a global one, to acknowledge the fact? Thank you. Thank you, Dawn, for these questions. I know you've been taking notes, so we'll come back to all these questions. Back to Fred. I'll just take a few questions from the floor, and then allow Pierre to respond. I speak loud. But this is actually to record it, so please use just speak. Okay, thank you. Right, so I was struck by the lexicography experiment in which you discovered that Charlemagne, Napoleon, de Gaulle still had a massive presence in the volume. And I guess my question is, what do we take from that? Is it, in fact, these men are extremely important, and so even if we try to change the rules of the game, they will continue to be present? Or are we not trying hard enough? Or did we not rewrite the rules of the game in the right way in order to minimize their presence in the historical record? So I guess I'm just wondering what you think the takeaway is from that very odd experiment. So maybe we'll take another couple of questions. Passing the mic. I'm not used to speaking in a microphone, nor appearing on any videotape. I'm interested in the image of this text in French, and perhaps in the American version, which I haven't seen, as a pointillist painting. And I'm sort of surprised that no one made an obvious reference to a French tradition in painting. And that pointillist painting is really a scattergram of the state of the profession in which specialists contribute dots, the sum picture of which is full of lacunae for obvious reasons, because the sum of all our work is not necessarily a full account of really anything other than what we do. The lacuna in pre-modern history, the weighting of the contributions to the modern period is where the historians are. It's where they're doing their work. Mm-hmm. It's not necessarily because they're more relevant, but it is rather interesting
since my wife is a medievalist, she would point that out if she were here, so I'll do that on her behalf. And that, to some extent, what we see is a pointillist image of the profession, and all the beauties of what that image appears to be, but also what's missing on the canvas. And I wonder if, in fact, there might be some better informed reflection on what that image is. Thanks. Thank you very much for this very, very interesting panel. And I just want to first sort of acknowledge the level of the accomplishment of this project to put it out in 2 languages. But I want to ask a question I think maybe almost anybody up there could respond to, but it in some ways responds a little bit to Eric's point about Zemmour and the critiques that we've been getting from the sort of the people with, identitaire, right? This sort of critique. It seems to me that you're never going to satisfy those people, but there is another real challenge in presenting une histoire décentrée, right, to the grand public who, in many ways, want something centered. And the question I have is that as historians, we are often, particularly those who get very closely involved in the minutiae of events and the particular valences of our own specialties, is that we are often exposing the contingency of things that other people hold quite dear, what it means to be French in 1940 or what it means. And that is something that will not only make Eric Zemmour angry, but it also is something that will disappoint the grand public. And I'm just recalling here some of the critiques of global history that Lynn Hunt made in her book of a couple of years ago, where she's, it doesn't give us the grand narratives anymore if we decenter the grand. And on the one hand, I've been myself very marked by the need to decenter, but I'm also struck by the ways in which this is an enormous challenge for me, even just teaching my undergraduate students, how I reconstruct my own classes, the progression from week to week in a syllabus. And I'm just curious to hear how, I'm sure you've thought about it, and I'm sure other people in the room have faced these same challenges. It's not Eric Zemmour that is my real concern here, but it is in fact the public who's excited about the book, who wants to buy the book, and yet is then faced with the pointillist account or the menu à la carte that doesn't have a kind of presumed coherence. Tu veux que je réponde brièvement à quelques... Oui. Ah. I'll keep this brief because it actually is a follow-up question to yours, and I was thinking about that too. But it is about again, sort of following up on the decentered nature of the book. But my question is really also, in a related way, about the issue of temporality. And you talked about how it's not sort of getting involved in the minutiae of dates and micro events and so on. But I actually did think of the same things as you did, in the sense that, especially now, when we live in the age of fake history and fake news, I wonder if we shouldn't be paying some attention, especially when writing for the public, to a sequence of events, because often, we're living in the age now where not only is there Holocaust denial, but people will just straight away say, the Earth is flat. There are actually seriously, there are flat Earthers now. So that was actually my addition to this question, is about when you decenter, especially when writing for the public, this idea of temporality and how much, where to emphasize and how
to draw the line between overemphasis and, but not to completely eliminate it either. Thank you. So we will take more questions afterwards, but I think there's a lot on your plate right now between the commentators and there's 4 questions. So Pierre, go ahead. Oui, je vais leur céder la parole ensuite rapidement, mais peut-être sur les dernières questions d'abord qui sont très importantes. Sur le rapport des historiens avec ce grand récit qui structurait la discipline historique jusqu'à la fin du XXe siècle, qui a structuré notre façon d'apprendre l'histoire aussi, nous, en fait, jusqu'à il y a quelques années, avant que précisément d'autres façons d'écrire l'histoire et notamment les histoires globales, diversifier un peu tout ça. Bon, je crois que l'un des principaux apports de ces nouvelles historiographies, c'est précisément, vous l'avez dit, de décentrer, d'inverser le regard et de considérer, disons il faut au moins adopter une vision multicentrique du devenir historique. Bon, alors, ce qui m'étonne un peu, c'est lorsque vous dites, vous, en tant qu'historien professionnel, j'ai des difficultés à abandonner le grand narrative, quoi. Parce que ça c'est une question qui ne nous concerne pas. C'est une question qui est idéologique, politique, qui concerne les gouvernements. Et très bien, c'est leur rôle de dire, il faut qu'on produise des narratives qui produisent du lien social, de la cohérence républicaine, je sais pas moi, communiste, révolutionnaire. Ça, c'est pas notre problème. Nous sommes enseignants et chercheurs. Nous sommes des chercheurs aussi. Et donc, nous avons une intention de vérité. Et c'est le seul point commun que nous avons, c'est cette intention de vérité. Nous avons de multiples méthodes. Nous avons d'innombrables sources. Mais la raison pour laquelle nous pouvons communiquer, c'est cette intention de vérité et, la deuxième chose, la réflexivité. Et donc, à partir de là, eh bien, les histoires globales, tout simplement en décentrant et en inversant le regard, elles produisent en effet des narratifs plus incertains. Pourquoi ? Parce que le point de vue de l'historienne et de l'historien vacille. Il oscille en permanence entre, on a abordé ça très rapidement, mais je vais essayer de répondre à ta question tout à l'heure, entre le point de vue des colonisateurs et des colonisés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus écrire l'histoire de la colonisation uniquement du point de vue des colonisateurs. Et aujourd'hui, il faut absolument aussi adopter les différents points de vue des populations autochtones, qui sont extrêmement divers en plus, et contradictoires parfois, comme ceux des colonisateurs. Et donc ça veut dire que, évidemment, c'est plus compliqué. Mais parce que l'histoire est plus compliquée. Et donc, si vous voulez, c'est une histoire plus incertaine, qui est plus inquiète, mais elle est moins incomplète, et elle est plus honnête. Et donc nous retrouvons notre objectif positif de proposer une histoire qui est rigoureuse. Donc il ne s'agit pas d'une histoire postmoderne, il ne s'agit pas d'une histoire relativiste. Cette critique est totalement fausse. Il s'agit du contraire de cela, justement. Et alors évidemment, ça n'est pas facile à faire, c'est un objectif, c'est un horizon d'attente, puisqu'il est impossible de restituer l'ensemble des points de vue. Impossible. Bon. Mais c'est cet objectif-là qui nous pousse à être plus juste dans notre appréhension du passé. C'est pourquoi je comprends bien votre question, mais à mon avis, il s'agit d'une question politique qui ne doit pas parasiter notre travail de recherche. Même si, évidemment, je le dis rapidement parce que vous avez raison, quand on est enseignant à l'université ou dans le secondaire, on doit prendre en considération cela, ne serait-ce que parce que, il y a des cursus, des curriculums que nous n'avons pas nous-mêmes fabriqués et inventés. Deuxième question très rapidement, qui portait sur la réflexion sur les images. C'est une question fondamentale que nous nous sommes posées tout de suite et que nous avons évacuée. Alors, quand je dis évacuée, c'est d'abord évacué dans la version originale. On a mis très peu d'images pour que précisément les images ne parasitent pas le texte et de pas utiliser les images comme des prétextes. C'est-à-dire de dire, regardez, il y a quelques images, on ne va pas les analyser, mais il y a quand même des images, quoi. Et donc on ne voulait pas, si vous voulez, avoir cette conception instrumentale des images, et en même temps on avait bien conscience de l'importance des images, parce que l'histoire de France, c'est d'abord et avant tout un imagier.
dans l'esprit des gens, dans le mien, dans le vôtre, ça a été dit par Eric il y a un instant, eh bien ce ne sont pas des récits que nous avons en tête, ce ne sont pas des mots, ce sont des images, c'est Vercingétorix qui rend ses armes à César, c'est Saint-Louis en bas de son chêne qui rend la justice, c'est Henri IV sur son cheval blanc, c'est évidemment Charles de Gaulle le 18 juin. Le problème, c'est que ces images dont vous parlez, c'est pour ça qu'au début, on s'est méfié des images, dans la version originale. Ces images, elles font écran tout le temps, avec notre connaissance du passé. Eric l'a dit brillamment tout à l'heure, le 18 juin, personne n'entend l'appel, quasiment personne. On refait un enregistrement 4 jours après, le 22 juin. Donc si vous voulez, on parlait de fake, mais enfin là c'est un réenregistrement. Et la photo célèbre que tous les écoliers français ont pu admirer dans leur livre, eh bien elle est, c'est une photo de 42 je crois. Hein. Bon, donc on pourrait comme cela eh bien, consacrer ce type d'analyse à tous les grands événements canoniques, les images qui sont des images en fait de l'histoire de France. Et donc c'est pourquoi nous avons, et je boucle mon propos là-dessus, nous avons publié l'année dernière une version illustrée de l'histoire de France. C'est dommage, elle est très lourde, je n'ai pas pu la porter. Donc c'est un livre illustré, c'est la même version augmentée avec une image choisie pour chaque article. Et cette image, pour vous, alors là j'essaie de vous convaincre, hein, cette image a fait l'objet d'une analyse spécifique qui est déconnectée du texte. Et donc pour essayer d'échapper à cette instrumentalisation trop facile des historiens, des images par les historiens, qui sont souvent au service d'un propos et qui ne sont pas l'objet de l'analyse. Et donc dans ces nombreuses images, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de... Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que... Mais par rapport à cette même question, il y avait aussi par rapport à la question du pointillisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le livre reflète l'état de la discipline aujourd'hui, avec ses forces, mais aussi avec ses manquements. Que répondrais-tu à ça? Est-ce quelque chose que vous assumez en fait dans le projet même? C'est quelque chose qu'on est obligé d'assumer a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas du tout pensé comme cela, d'accord, mais face aux critiques qui sont par exemple des critiques qui nous disent « Ah, mais il y a très peu de diversité parmi les auteurs du livre. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Par exemple, il y a quasiment pas, il y a très peu d'auteurs issus des universités françaises dans les départements d'outre-mer, par exemple. Bon. Alors, ce que nous répondons a posteriori, parce que ça n'était évidemment pas voulu, eh bien, c'est qu'il y a là, en fait, une photographie disons, à un moment donné, de l'état de la discipline historique en France, du champ historiographique, avec toutes ses failles, ses faiblesses, et aussi ses inégalités, son rapport de force avec, évidemment, Paris qui est omniprésent dans le livre, à la fois du point de vue des thèmes abordés, hein, par rapport aux petits villages, aux provinces. Il y a pas mal de provinces, de régions qui ne sont pas en réalité évoquées. C'est une des faiblesses du livre. Hein. Et d'autre part, de la même façon, la sous-représentation des femmes. Il y a eu récemment une pétition qui a fait bouger les choses, on en a parlé hier, hein, qui a commencé à faire bouger les choses, pas seulement en histoire, parce que à la suite de cette pétition d'historiennes en France, les philosophes, des scientifiques, des femmes scientifiques se sont mobilisés sur ce même modèle. Eh bien, donc l'histoire mondiale de la France a participé involontairement à la prise de conscience du fait que, eh bien, oui, parmi les full professors, par exemple, eh bien, il y a beaucoup moins de femmes. En revanche, parmi les associate professors, les maîtres de conférences et les maîtresses de conférences, là, eh bien, il y a un juste équilibre par rapport à la démographie, j'entends, vous m'avez compris, hein, entre les hommes et les femmes. Et donc là, il y a véritablement une prise de conscience aujourd'hui en France, un peu partout, et je vais m'arrêter parce que je monopolise la parole, dans les comités de rédaction, dans les comités de sélection aussi, qui va dans le bon sens, je crois.
I'd like to make you speak a little more because I think there were three important questions that were asked by the panelists, which I think were interesting to hear about. There was the question about Katie's question about gender hierarchies and gender binaries. There was the question, Sarah's question about l'historien et les autres espaces de production de l'histoire dans la société, and then the question of the treatment of colonial violence on both sides. Je vais essayer de répondre assez rapidement parce que moi j'aimerais vous entendre et puis entendre le public. Donc sur le gender et la sexualité, je vous suis totalement et je crois parler au nom de l'équipe de coordination. Il y a là un angle mort. Alors je crois que sans trouver d'excuses, je trouve que c'est aussi un angle mort de l'histoire globale en général qui tend à ne pas considérer immédiatement cette question-là comme primordiale. Et donc le fait, en fait, et moi ça fait un certain temps que je coordonne ou que je dirige des ouvrages collectifs et je m'aperçois que, y compris lorsque les ouvrages collectifs sont rédigés essentiellement par des femmes, ça a été le cas dans un ouvrage dont je me suis occupé qui s'appelle Les Empires coloniaux, aux éditions du Seuil, où la majeure partie des auteurs sont des femmes, des spécialistes que tu connais bien d'histoire coloniale, eh bien, la question du gender passe à la trappe. Y compris lorsque les auteurs sont des femmes. Ça en dit long sur les routines, évidemment, que nous partageons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'obliger. Nous avions refusé de consacrer un grand chapitre aux femmes dans cette histoire-là, en disant, en fait, tout le monde va parler des femmes. Il faut que tout le monde, dans chaque chapitre, parle des femmes. Mais en réalité, c'est un problème, parce que dans les faits, eh bien, les femmes, c'est-à-dire les exemples de parcours féminin, l'histoire sociale des femmes, etc., est mécaniquement sous-représentée lorsqu'on procède ainsi. Donc en fait, il faudrait faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut faire un cahier des charges où on dit il faut évidemment traiter l'histoire des femmes dans chaque chapitre thématique, mais en plus, et c'est ce que j'ai entendu, et vous avez donné d'excellents exemples sur l'exclusion des femmes du trône et de la succession, etc., il faut en plus, et là c'est un défaut du livre, choisir des dates, là en l'occurrence, ou des thèmes qui soient spécifiquement gender ou qui concernent les femmes. Donc là, je pense que c'est un vrai problème du livre que vous avez souligné. Alors en revanche, sur les colonies, je suis plus comment dirais-je, mesuré. Parce qu'il y a en effet, je le prends pour moi, puisqu'étant travaillant évidemment sur ces questions-là, j'ai sans doute voulu ne pas surreprésenter la dimension coloniale dans cette histoire globale. Pourquoi? Parce que pour moi, comme en fait, à mon avis, dans toute l'Europe, alors aux États-Unis peut-être c'est moins évident, mais l'histoire globale aujourd'hui, depuis 20 ans, elle s'est développée par le biais de l'histoire coloniale et impériale. C'est Jürgen Osterhammel, c'est Fred Cooper ici, c'est évidemment Chris Bailey. Ce sont des spécialistes de l'histoire du fait colonial et impérial qui ont promu et popularisé l'histoire globale. Donc pour moi, la connexion, elle est évidente et il y a peut-être inconsciemment la volonté de ne pas accorder trop d'importance à l'impérial et au colonial, mais nous avons tout de même accordé, à mon avis, beaucoup d'importance à ces questions-là. Et alors je vais répondre à ton objection sur la violence, mais je dois constater d'abord que ça en dit long sur la diversité des réceptions. Parce que c'est la première critique qui nous a été adressée par la droite et l'extrême droite en France. Vous parlez trop des colonies. Vous parlez trop du passé douloureux de la colonisation et des violences coloniales. Vous parlez trop de l'immigration. Aussi, bon, ça c'était autre chose. Et donc c'est une histoire qui est cosmopolite, post-coloniale. Vous en faites trop. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun, et c'est la force d'un livre, chacun va trouver dans une même œuvre ce qui lui convient ou ce qui ne lui convient pas. Et donc ça en dit long sur la plasticité d'un travail qui vous échappe et qui est approprié, critiqué, etc. Puisque vous voyez bien qu'on nous adresse des critiques exactement inverses. Alors, pour répondre à ta critique, à
oui, c'est une critique, une objection, ta remarque, voilà, on va pas être politiquement correct, mais c'est une vraie critique, et je crois qu'elle est en partie justifiée, mais seulement en partie, parce que si on reprend le 19e siècle dont tu as parlé, il y a quand même un grand nombre d'articles consacrés à la colonisation, et chacun de ces articles revient sur cette question de la violence. Alors, il y a des articles qui sont consacrés uniquement à la violence, par exemple, en 1852, la colonisation pénitentiaire. Ça, c'est quand même un article sur l'oppression coloniale, une forme particulière, mais ensuite, tu as quand même des articles sur l'Algérie coloniale qui reviennent là-dessus. L'article de Claire Fred sur l'Algérie et le royaume arabe, jusqu'à la décolonisation. Et en fait, la particularité, c'est en cela que je comprends ton argument, un peu comme sur le gender, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à part la colonisation pénitentiaire, il n'y a pas un article qui serait sur un grand massacre colonial. Et donc là, je te l'accorde, j'entends ta critique, ça aurait pu permettre d'aborder frontalement et explicitement la question de la violence coloniale en allant plus loin, en posant la question de l'éventuelle spécificité de cette violence coloniale, parce qu'elle n'est pas évidente. Est-ce qu'elle est spécifique par rapport aux violences métropolitaines, etc., etc. Mais donc là, je te suis, mais en revanche, sur la question de la domination et de la violence coloniale, elle est quand même présente dans chaque article. Qui sont quand même là, il y a 25 spécialistes de l'histoire coloniale française dans le livre. Can I just interrupt? Oui. I really was just talking about the introductions. In some ways, it's a very particular critique. Oui. You know, why the introductions, which contextualize, and more interested in the American, you know, the North American version. Like, what, you know, do they need to be told this? So I was impressed, I should say. Slavery is there, you know, the Haitian, I mean, it's been woven in beautifully. In some ways, it was those introductions which are framing, which in some ways, I mean, you say it's all there and you pick and choose between the book, but I think those introductions are important in some ways. And so it's a very particular. Oui, alors tu vois, là, je suis obligé d'être d'accord avec toi là-dessus, parce qu'en fait, et là c'est quelque chose que j'aurais préféré ne pas être d'accord, mais non, je suis d'accord avec toi. C'est en fait là, c'est un travail qui a été effectué. À la suite de la demande de Stéphane Gerson, tu en as parlé, hein. C'est-à-dire qu'on a augmenté les considérablement, c'est-à-dire doublé, triplé, ce qui est beaucoup quand même, hein, la taille des introductions des 12 séquences qui sont rédigées par les 5 coordinateurs. Et c'est vrai que cette étude que tu nous as proposée, que je n'ai évidemment pas faite, et donc c'est intéressant pour nous, permet de mettre le doigt sur évidemment des phénomènes qui sont plutôt atténués, voire qui ne sont pas dits dans la version française, et des explicitations dans la version américaine. Et donc c'est assez rare d'avoir une traduction qui est plus riche que la version originale, et donc je remercie Stéphane pour ça, parce que en fait c'est Stéphane et Judith Gurvitch, qui est la directrice de la maison d'édition, qui nous ont poussé, en fait, on a passé des heures au téléphone depuis New York jusqu'ici, ou le Massachusetts où elle habite à Cambridge, pour travailler précisément sur tel ou tel mot, tel ou tel sujet. Donc ça, c'est vrai, je te suis là-dessus. Je réponds très rapidement à la dernière question sur la position des histoires dans l'espace public. Alors moi, en 2 mots, parce que là, je suis très curieux d'avoir votre avis. Des pauses pour la discussion. Ouais, il faut prendre acte d'une mutation, selon moi, que j'ai évoquée plus longuement hier. En fait, on peut regretter cette mutation ou s'en féliciter, mais il n'y a plus dans la société française de déférence, de respect spécifique à l'égard de ce qu'on appelle maintenant de façon un peu péjorative les sachants. Les intellectuels, les universitaires, les professeurs d'histoire, mais aussi ceux qui professent d'autres disciplines. Contrairement à ce qui pouvait être constaté à la fin du 19e siècle ou dans la première moitié du 20e siècle, voire peut-être même jusqu'à la fin du siècle dernier. Donc, si vous voulez, ça traduit quelque chose qui est en France très clair, c'est que l'histoire, puisqu'on parle d'histoire plus précisément, n'est plus ce que Gabriel Monod dénommé au début du siècle dernier la science maîtresse, c'est-à-dire la science qui conseille, les historiens conseillaient les princes, conseillaient les gouvernements, avaient une parole publique extrêmement forte, c'est-à-dire que nous faisions autorité. Le terme clé, c'est autorité. Cette autorité n'était pas contestée. C'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue démocratique, je ne sais pas s'il faut se féliciter ou regretter cette transformation. Ce qui est certain,
Donc on peut s'en féliciter, ça dépend de votre point de vue, de votre vision du monde social et de votre point de vue idéologique, mais en tous les cas, ce qui est certain, quel que soit votre point de vue politique là-dessus, c'est qu'en fait, nous sommes obligés de nous adapter à cela. Donc c'est la réponse que je ferai, c'est-à-dire que nous adapter à cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument sortir des arènes académiques pour nous adresser aux gens, tout simplement pour justifier aussi notre rôle social, le redéfinir même, hein, et surtout expliquer quelle est notre singularité par rapport aux autres producteurs de discours sur l'histoire. C'était ta question. Et donc il y a un travail là de conviction, d'explicitation pour dire voilà, nous, notre spécificité en tant que professionnel de l'histoire, eh bien, c'est qu'il y a d'abord cette intention de vérité dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle n'est pas partagée par tous les producteurs d'histoire, de discours historiques. Il y a une méthodologie qui nous est propre et on voit bien qu'elle n'est pas non plus partagée. Il y a cette réflexivité également dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est le cœur de notre métier évidemment, mais il faut l'expliquer aux gens. Parce qu'à l'heure de Wikipédia, moi-même à la Sorbonne comme vous dans vos universités, la question c'est à quoi est-ce que vous servez? Et nous servons précisément parce que nous maîtrisons les sources et parce que nous maîtrisons les méthodologies, voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les autres acteurs de ce champ des discours historiques. So I think we're out of time, but I want to emphasize this notion of reflexivity, because I think a number of the articles also kind of show the historian at work and the kind of work we do about the archives, about the choices we make. And I think it's pretty rare in historical works, especially works that are geared for broader readership, either general readership or students. So thank you to all of you for your interventions.